Bonjour et bienvenue à votre émission FEDATU, votre émission d'actualité générale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes là, une fois encore, pour vous tenir compagnie concernant les différents sujets des invités sur ces plateaux. Il s'agit de Maître Kiboka Maluku Christopher, il est avocat au barreau de Kinshasa Mateti, secrétaire national adjoint en charge de la jeunesse, sport et loisirs des partis politiques LGD et président de l'ASBEL, les amis de Maître Christopher Kiboka Maluku. Mais aussi, de l'autre côté, nous avons Maître Benza Olivier, il est avocat et secrétaire général du parti politique et les bâtisseurs du Congo. C'est avec ces deux personnalités que nous avons essayé d'en débattre autour des différents sujets d'actualité de l'ère. Bonjour et bonsoir, Maître Olivier. Bonsoir, monsieur le ministre. Comment c'est parti d'abord dans votre parti, les bâtisseurs du Congo? Comme vous les sentez, les parents présents, c'est les parti bien, c'est un nouveau parti ou vous êtes déjà depuis plusieurs années ici en RDC? Bon, c'est un parti qui a vu le jour depuis le mois de mars. Donc disons que c'est un nouveau parti qui est déjà installé dans le 26 provinces. Dans 26 provinces, vous êtes de quel côté? Vous êtes de l'Union sacrée, de l'opposition ou des centristes? Bon, en vrai, nous sommes de l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Merci, Maître Olivier, Maître Kiboka Christopher. Salut, Maître. Salut, et je salue aussi les téléspectateurs. Comment se porte aussi l'état de votre parti LGD? Le parti se porte très bien, malgré les menaces que nous sommes en train de subir, mais au moins les menaces de qui précisément? Nous allons y arriver. Oui. Avec toute machination judiciaire qu'on nous crée. Donc moi, nous nous portons très bien. Vous portez très bien, Maître Christopher. Nous allons directement attaquer, vu qu'il y aura les temps pour vous départager, chaque fois aussi départager les temps des paroles. D'abord, je vais commencer par ce qui concerne votre parti. Nous avons suivi, tout le monde connaît déjà la décision de la Cour constitutionnelle concernant le dossier Matata Mpogno. Vous pouvez revenir un peu, expliquer aussi à nos téléspectateurs qu'est-ce qui se passe réellement dans ces dossiers, mon camarade. Eh bien, merci pour cette question pertinente. Mais j'aimerais bien, pour essayer aussi de faire comprendre les téléspectateurs qui ne sont pas juristes, avec une aperçu générale de droit, pour comprendre comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à l'arrêt. Voilà, merci. Et donc, je disais, vous devrez, là c'est pour les téléspectateurs, ils doivent comprendre avant que nous parlions de l'arrêt. Je serai un peu bref, un peu théorique aussi. Ben, ce qu'ils pouvaient retenir est que le droit, d'emblée, est composé de deux grandes familles, ou deux grands systèmes, dont romano-germanique et common law. Et les deux différentes familles, dont d'abord le common law ou anglo-saxon, a comme source de droit la jurisprudence, la coutume. Et c'est un système minoritaire. Et les systèmes dont on parle, vous allez plus les retrouver en Angleterre. Et s'il faut parler aussi, parce que nous avons parlé des common law, comme la famille, nous avons une autre famille juridique, qui est la famille romano-germanique, qui a comme source de droit le texte, la loi fondamentale qui est la Constitution. Et c'est le système d'ailleurs dominant dans le monde. C'est d'ailleurs le système dans lequel notre pays se trouve. Et dans ces 10 systèmes, parce qu'il y a une loi fondamentale qui est la Constitution, que d'autres qualifient de monstre, le Léviathan, nous pouvons d'une manière passagère la définir. Donc le texte qui est notre mère comme loi, étant étymologiquement, et ça émane du latin. Nous avons cum qui signifie avec ou ensemble, et stitio qui signifie statuer, établir. Et donc, mais étymologiquement, s'il faut donc littéralement la définir, nous allons dire que la Constitution est l'ensemble des lois, les établies
ou statuer. Alors, parce que nous en avons parlé aussi, nous allons essayer aussi d'emprunter quelques définitions des différentes écoles, parce qu'en droit, il y a des écoles, il y a des doctrines. Et j'aime bien une définition de quelques doctrinaires qui essayent de définir la Constitution comme un miroir. Les miroirs, pourquoi? Parce que la Constitution, elle est appelée à refléter l'image d'une société. Elle est taillée sur mesure de la réalité d'un peuple et non de la réalité d'une oligarchie ou d'un groupe d'individus comme ça se passe en Afrique. Et donc, la Constitution doit refléter l'image. Et la dite Constitution a ses gardiens, qui est le président de la République. Là, on regarde, plutôt au regard de la Constitution, elle-même constitue ses gardiens. Le président de la République et les animateurs qui sont les juges, les animateurs de la maison ou du domicile où loge plutôt la dite Constitution. Leur rôle du président de la République, c'est de veiller sur la bonne application de la dite loi. Et les juges qui sont les animateurs de la maison où loge la Constitution, et de veiller sur les inconstitutionnalités. C'est-à-dire, comme il est la loi mère qui donne les règles générales, il y a aussi des lois, des lois organiques qui détaillent des choses. Alors, il doit veiller pour que, lorsque les lois qui détaillent les choses ne puissent pas aller à la contre de la loi mère. Voilà pourquoi nous avons la Constitution. Et parlant de ça, nous pouvons directement avancer pour parler de la Cour constitutionnelle avec le dossier Bukanga Lonzo, les dossiers qui devient plus comme une star en RDC, alors que nous avons tant de dossiers que la justice devrait se saisir d'office pour essayer de recadrer les choses. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés au dossier Bukanga Lonzo? Je serai bref aussi, comme d'habitude, précis et concis. Le dossier Bukanga Lonzo a commencé par les enquêtes du parquet, au travers l'IGF, qui est l'OPJ. Parce que c'est dans son rôle, c'est de sa compétence de pouvoir rechercher des infractions. Et la dite recherche des infractions est tirée du fait qu'on avait constaté à Bukanga Lonzo, les travaux n'évoluaient plus. Après les départs, bien sûr, du président Matata Ponyo, le président national. Alors, le parquet, dans son rôle, a pu mettre la machine en marche. Ils estiment qu'il y a eu détournement de fonds. Et de ce fait, la justice, qui est le parquet, qui jouait son rôle de la recherche, de rechercher des infractions, a pu se saisir d'office. Mais avant tout, il fallait signaler que, parce qu'il y avait la présence du président Matata Ponyo, il a fallu que le président soit enlevé de ses immunités pour qu'il soit réellement poursuivi. Mais quand est-ce que nous disons que cette procédure a été biaisée? Si nous lisons l'article, nous lisons la Constitution, je ne vais pas entrer dedans pour gagner du temps, vous allez comprendre que la Constitution nous donne la procédure à suivre pour poursuivre le président de la République et le Premier ministre pour le forfait qu'ils auraient commis. Et donc, la procédure à suivre est simple. Il faut que les deux chambres se réunissent en congrès afin d'obtenir la levée des immunités. Alors, nous, à notre grande surprise, nous avons pu constater que le parquet général près la Cour de cassation a eu à demander à ce que le président national soit enlevé de ses immunités comme étant sénateur. Bon, ça ne sert à rien qu'on y réfléchisse encore. On a été d'accord et le parquet estime que les dossiers devraient être déférés par devers les juges de la Cour constitutionnelle. Ce qui a été fait, et devant le même juge, avec les conseils du président national, il y a eu une litanie des exceptions qui ont été soulevées. Mais je préfère me baser sur une seule exception de l'incompétence tirée de la violation de l'article 134 et 35, si je ne me trompe pas. Pour dire que la Cour
vous n'êtes pas compétente de pouvoir juger un ministre, plutôt un premier ministre honoraire. Parce que vous n'êtes que le juge du président de la République et du premier ministre en fonction. C'est ce qui a été fait et nous avons soulevé par devers la dite cour ces exceptions. Et vous savez, vous avez vu la décision finale, c'était avec l'arrêt rendu le 15 novembre 2021. Nous avions, la cour a rendu son arrêt, selon lequel, je vais chuter, oui, je chute déjà, selon lequel la cour s'est déclarée incompétente. À notre grande surprise contre toute attente, nous avons constaté comment est-ce que le dossier a pu quitter le greffe pénal de la dite cour au greffe pénal de la cour de cassation. Par quelle magie? Et ils se sont saisis d'office. Mais encore, il y a encore violation de droit, de la loi. Pourquoi? Parce que la cour de cassation, par devers laquelle nous avions soulevé la même exception de compétence, elle a eu à procéder comme Jésus à Canaan. Elle a transformé de l'eau en vin. Ils ont transformé l'inconstitutionnalité, à l'incompétence, à l'inconstitutionnalité, tout en saisissant la Cour. Alors que si vous lisez l'article 161, la Cour de cassation n'est pas habilitée à introduire une requête pour solliciter l'interprétation d'une disposition. C'est là que la loi aussi a été violée. Et là, la dite Cour de cassation qui a été saisie, au lieu de très bien dire son droit en se déclarant non saisi à l'égard de la partie du requérant, de la requérante qui est la Cour constitutionnelle, pour défaut de qualité, mais elle a décidé de procéder autrement, tout ça en disant non. Nous allons recadrer d'abord la Cour de cassation pour lui dire vous n'êtes pas habilité de pouvoir nous saisir, mais elle est allée encore plus loin. Elle s'est auto-saisie avec son arrêt qu'il a rendu pour dire qu'elle s'est déclarée compétente. Et nous disons la compétence dont et ils font allusion, parce qu'ils ont emprunté, il y a un adage qui dit celui qui est sur le chemin de je m'en fous, il se retrouve au village de 6 et ça. D'accord, maître. Ah, oui. Je vais vous accorder la parole d'État, laisser aussi vous souffler un peu. Maître Olivier, je reviens à vous. Vous avez aussi 5 à 6 minutes pour vous défendre aussi. Vous aussi, vous êtes juriste. Dans ce qui concerne les sujets d'actualité, surtout liés avec la politique et puis les élections, vous avez aussi 5 à 6 minutes pour votre mot par rapport à ces dossiers Bukangalo. Qui est-vous de l'Union sacrée d'être derrière ou de mettre la main noire pour être derrière ces dossiers des sénateurs en tant. Vous avez 5 ou 6 minutes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai suivi avec beaucoup d'attention mon estimé confrère Kibuka relativement au sujet qui oppose le sénateur Matata avec la République. C'est avec satisfaction que je subis son point de vue. Mais ici, je préférerais intervenir en tant que juriste, comme vous l'avez dit, en tant qu'avocat, sans pour autant émettre un avis en tant que membre de l'Union sacrée. Parce que je ne dispose pas de la qualité de porte-parole de l'Union sacrée. Moi, je pense que les confrères ont bien présenté la théorie générale de la constitutionnelle. Et mon professeur et mon maître, Jacques Joly Esengekeli, a toujours dit que la Constitution est un texte, une loi fondamentale qui présente la vision du monde, un projet de société, les projets de société d'une nation. C'est un texte sacré qui régit tout un État. Elle ne peut pas être touchée avec de mains non tremblantes. Donc, lorsqu'il s'agit de traiter des questions liées à la Constitution, nous devons faire très attention. Le dossier de Bukangalo, Lonjo a suscité de la polémique par-ci par-là. Et c'est un dossier qui, à mon sens, risquerait de discréditer la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle et la justice congolaise de manière les multiples efforts fournis par le chef de l'État allant dans le sens de faire de ce pays un véritable état de droit. Moi, je pense que les textes sont clairs. La Constitution est claire.
la Cour constitutionnelle est une juridiction qui tranche le litige ou qui règle le dossier qui oppose, qui concerne le chef de l'État et le Premier ministre en fonction. À ce stade, je ne me vois pas, moi, en tant que juriste, avocat, praticien du droit, venir soutenir toute honte dans un plateau de télévision que la Cour constitutionnelle est compétente en ce qui concerne le dossier des Matata Mponi. Pourquoi? Parce que, à ces jours, quelle est la nature juridique du poste que Matata Mponi occupe? C'est la question qu'il faut se poser. Il est qui? Actuellement, il est sénateur. Il est sénateur. Oui. Quelle est la juridiction compétente qui peut traiter des infractions commises par un sénateur? C'est la Cour de cassation. Et donc, moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de tirer un long débat quant à ces sujets. Les textes sont clairs et ce n'est pas à nous de les entraver. Merci vraiment pour votre analyse. Ça montre que vous êtes un jeune aussi qui va émerger dans la politique. Vous ne voulez pas entrer dans les histoires des unions sacrées et peut-être biaiser votre analyse. On va enchaîner avec vous, Maître Olivier, cette fois-ci pour parler des élections ou entrer cette fois-ci dans des questions purement politiques. Nous avons suivi la publication du calendrier électoral par la CENI, qui est l'organe qui est censé organiser les élections dans notre pays. D'abord, votre analyse en tant qu'un acteur politique ainsi que de votre parti politique avant d'aller dans les questions des fonds. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis ici en qualité de secrétaire général du parti politique des bâtisseurs du Congo. Oui. Et en même temps en tant que futur candidat à député national dans la circonscription de Lukula au Congo central. Moi je pense que en ce qui concerne les calendriers électoraux publiés par la CENI, il y a lieu de saluer les efforts fournis par cette structure qui non seulement nous a rendu un calendrier électoral, mais a aussi innové. Il y a lieu de s'en réjouir, parce qu'aujourd'hui, c'est une action qui vient dissiper tout malentendu. Parce qu'il y a certains politiques qui s'attendaient à un dialogue pour, n'est-ce pas, s'enrichir après avoir partagé les gâteaux. Aujourd'hui, tout le monde est fixé qu'il y aura élection. Et partant des innovations logées dans ces calendriers électoraux, nous savons que il y aura organisation des élections locales, ce qui n'a jamais été fait. Et en même temps, il y aura enrôlement de Congolais de la diaspora. Donc il y a lieu de féliciter la CENI par rapport à ces travaux abattis. D'accord, assez de travail abattu. Merci, monsieur le secrétaire général. Cette fois-ci, nous allons commencer par donner 2 ou 3 minutes pour gérer aussi les temps, puis les minutes. Maître Christopher, nous avons suivi aussi la publication du calendrier électoral par le président de la CENI. Votre réaction d'abord à chaud avant d'entrer dans les questions du fond. Merci. Nous estimons que c'est un calendrier fait à dessein. À dessein. Pourquoi? Parce que dès la sortie de presse du président Kadima, au-delà d'afficher l'intention d'organiser les élections, déjà ce n'est pas de sa propre volonté, c'est une volonté légale. Et il avait inculqué, au-delà de tout, l'esprit, ou plutôt il avait inculqué aux Congolais l'esprit de doute. Parce qu'il avait, si vous l'avez bien suivi, c'était d'ailleurs par derrière vous, les journalistes, les diplomates, il avait dit qu'il y a risque de ne pas tenir les élections dans les délais pour des raisons de sécurité et de non-appui de l'exécutif. Bien sûr que actuellement, l'exécutif... C'est aussi la question, tout le monde qui se demande, est-ce qu'aujourd'hui, le financement des élections, cette question est résolue par le gouvernement? C'est le ping-pong qu'ils sont en train de nous faire. C'est le ping-pong. Et voilà pourquoi, avec la pression de la population, ils ont essayé quand même, malgré eux, d'établir ces calendriers. Ben, nous, étant qu'opposition,
nous disons il y aurait élection. Il y aurait élection malgré... Parce que si vous regardez les calendriers, vous verrez les temps qu'ils ont eu à prévoir par rapport à l'enrôlement et consorts. C'est anormal. C'est anormal, nous ne savons pas de quelle manière ils vont procéder. De quelle manière ils vont procéder, nous ne savons pas. Mais au moins, on essaye d'observer qu'il y ait des élections et surtout que nous nous attendons en date du 20 décembre 2024 qu'il y ait passation pacifique entre le président Tshisekedi sortant et le président Matata Ponyo, qui sera le président entrant. Donc vous visez déjà votre candidat comme futur président de la République. Mais c'est connu. C'est connu au travers de ces actes indélébiles. C'est la population qui le pousse à aller de l'avant. Et il va prendre la commande en cette date. Et voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait des élections dans le délai prévu par la loi. Voilà. D'accord, Maître Christopher, je reviens à Maître Olivier. Je ne sais pas, vous avez suivi Maître Christopher par rapport au calendrier, mais est-ce qu'aujourd'hui vous voyez avec les problèmes liés à l'insécurité, surtout dans la partie Est, mais aussi dans les Kouamout, vous pensez que l'organisation des élections, ça sera facile ou vous voulez juste qu'on puisse aller aux élections comme les élections passées de 2018 qu'on a vu une partie de la République n'est pas votée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue la pertinence de vos différentes questions, mais aussi les interventions de mon co-débatteur qui est en même temps un confrère. Je ne veux pas m'attaquer à des avis qui sont particuliers, et qui sont particuliers plutôt. Mais moi, à mon sens, je pense qu'il est à la place de polémiquer quant à un document qui a été publié, un document officiel. Il y a lieu d'avancer et de faire confiance à l'institution, la seule institution qui a habilité à nous organiser des élections. Hier, il y avait un débat qui tournait autour de la publication du calendrier. Est-ce que aujourd'hui nous sommes en face de ces documents? Et moi, je souhaiterais à ce que les amis d'en face ou la population entière se prépare pour les élections. Et quant à nous, acteurs politiques, nous sommes appelés à sensibiliser la population en organisant des activités qui frisent l'éducation civique et électorale pour bien se préparer. Parce que j'ai écouté mon co-débatteur dire qu'il se prépare pour que finalement son président devienne le futur président de la République. Bien sûr, passons. Et les confrères doivent noter que c'est maintenant qu'il faut travailler au lieu d'attaquer les actes officiels de la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Olivier, avec les problèmes liés au financement des élections, est-ce que vous pensez que la CENI a fait ses calendriers en connaissance des causes, qu'il y a déjà des financements avancés du côté du gouvernement pour organiser les élections? Merci beaucoup. Je vais intervenir sous réserve, mais avec quelques éléments à ma possession. Parce que, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas porte-parole de la CENI. Mais j'ai eu à participer à plusieurs cas de déconcertation de la CENI en tant qu'acteur politique. Et j'ai ouï dire que la CENI se prépare pour les élections. D'ailleurs, il y a eu, le président Kadima nous a confirmé qu'il a commandé des kits électoraux, qu'il a même pris soin de nous expliciter. Il a dit que ce sont des matériels qui vont fonctionner avec le système solaire. Et l'État congolais a déjà payé des moyens à la hauteur des 400 millions de dollars pour ces processus. Et moi, je pense que nous sommes appelés à faire confiance à la CENI. Et puis une question aussi, avant de repasser la parole à Maître Christopher, est-ce que vous pensez que cette fois-ci les élections, ou vous êtes d'avis de ceux qui pensent que cette fois-ci les élections doivent nécessairement aussi être financées à 100% par l'État congolais comme était le cas en 2018? Bah, moi, je pense que pour éviter la caporalisation de notre souveraineté nationale par l'étranger, il serait très prudent pour l'État congolais de financer seul ces élections. D'accord, Maître Olivier, je passe la parole à Maître Christopher. Vous avez suivi votre co-débatteur, Maître Olivier.
concernant toujours la question du financement des élections, et puis vous du côté de l'opposition aussi, des fois la population nous appelle pour dire que vous criez aussi trop. Est-ce que vous vous organisez aussi du côté de l'opposition? Parce qu'apparemment on aura beaucoup de candidats, contrairement du côté des maîtres Olivier. Hein. Vous aurez les sénateurs Matata Mponyo, probablement les FCC traditionnels auront un candidat, la coalition Lamouka, Moïse Katou. Nous ne sommes pas le FCC. Mais vous êtes tous du côté de l'opposition. Est-ce que vous aussi du côté de l'opposition, vous vous organisez pour affronter les élections du côté de l'Union sacrée apparemment et ils auront 5 candidats? Le LGD est prêt pour les élections de 2023. Voilà, d'ailleurs, vous avez suivi le président Matata Mponyo. C'est proclamé comme étant candidat. C'est-à-dire, nous travaillons pour rencontrer ce que vient de dire au débatteur, mon confrère, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Nous ne sommes pas distraits. Nous sommes en train de travailler et vous verrez actuellement le parti qui bientôt va totaliser 1 an, s'être planté partout au Congo. C'est un parti panafricain, mais ici au Congo, nous travaillons parce que nous savons qu'il y aura des élections. Si nous avons parlé d'un esprit faux de la CENI qui tente à briquer notre mandat, c'est par rapport à la sortie du président Kadima, lorsqu'il a dit clairement que nous risquerons de ne pas avoir des élections pour des raisons sécuritaires. Voilà pourquoi nous revenons pour lui dire aussi, en 2023, il y a eu une jurisprudence. Le président Kabila a organisé des élections sans l'aide de quiconque. C'est avec le trésor public de la RDC que nous sommes organisés des élections et il y a eu passation pacifique. Voilà pourquoi nous lançons l'appel au président Tshisekedi, étant que garant de la Constitution, de pouvoir veiller là-dessus, afin qu'on arrive à la passation pacifique en date du 24, et nous y travaillons. Et vous y travaillez cette fois-ci, mesdames et messieurs, vous suivez votre émission en fait d'actu. Cette fois-ci, on passe à la question liée à la sécurité. Et comme on essaie de le dire, s'il n'y a pas la sécurité, on n'aura pas aussi les moyens d'organiser des bonnes sélections, comme le veut aussi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Maître Christopher. Parlons-en aussi, on parle de la sécurité. Il y a eu ces mini-sommets du côté du Luanda en Angola. On a accordé 48 heures aux rebelles de M23, mais jusqu'à aujourd'hui, apparemment, il n'y a rien qui est fait du côté des M23 pour libérer les parties ou les localités occupées par ces rebelles de M23. Ben, nous avons tous suivi la dite rencontre qui a eu lieu au Luanda. Alors, moi je dirais simplement, c'est parce que aussi il y a manque du bon leadership, de la bonne gouvernance que nous arrivons à ces étapes. Si vous lisez l'accord, vous allez, l'esprit que l'accord est en train de dégager, vous verrez comme si on est en train de chercher à vendre une partie du territoire de notre pays. Ça, c'est fort. C'est fort. Vendre, c'est parce qu'on n'est pas souple. Parce qu'il y a manque de la bonne diplomatie qui est tirée du courant des bons leaders. Voilà pourquoi on arrive à nous vendre ou à nous arracher d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on vous dit dans cet accord, après le départ du M23, les forces AEC, c'est ça, non? AEC, composé de l'armée kenyane et consorts, viendront s'installer pendant 60 jours avant que les FARDC viennent en possession du territoire récupéré par l'IFA, et il faut patienter. Vous pensez que ceux-là qui viendront, ils connaissent la réalité, ils connaissent les portes d'entrée et de sortie du dit point de notre territoire plus que nous? Non. Et ceux-là, lorsqu'ils viendront, qu'est-ce qu'ils viendront faire? Et surtout que c'est une partie vraiment convoitisée, avec tant de richesses. Vous pensez qu'ils viendront croiser les bras? Nous estimons cet accord tente à venir créer encore des rebelles et des rebelles. Et ils ont dit, au cas où eux ne partaient pas, les dites forces réunies vont venir pour chasser les rebelles soutenus par le Rwanda. Mais suivez toujours l'esprit de l'accord. Les FARDC toujours derrière. Moi, je trouve ça normal que vous, chez vous, pendant que vous constatez qu'il y a une souris qui passe au salon, vous dérangeant, vous puissiez solliciter de l'aide de votre voisin, parce qu'il ne connaît pas votre maison. Vous êtes les seuls à connaître les entrées et les sorties.
Et lorsqu'il viendra, vous pensez qu'il fera un bon travail? Non. Le président Matata Ponyo l'a fait en 2013. M23 toujours. Il est allé sur le terrain pour s'enquérir de la situation de notre armée. Et notre armée avait très bien déclaré qu'il y avait manque de munitions et de tenues et des armes. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le président Matata Ponyo a eu à réaliser sa promesse qui consistait à leur envoyer des munitions et consorts. Et les résultats, les M23 étaient repoussés en 2023. Les gens sont témoins, ils le savent. Mais pourquoi pas nous pouvons... D'ailleurs, il n'y avait même pas de l'armée kenyenne qui était venue à notre soutien. Pourquoi pas procéder de cette manière? Alors que pendant cette période, il faut signaler, nous étions sous embargo. Mais au moins, le président Matata Ponyo a réussi à repousser les M23. C'est parce qu'il incarne à lui la bonne gouvernance, le bon leadership qui nécessite deux fois, face aux problèmes, que nous appliquons une bonne diplomatie. Merci, Maître Christopher. Je passe la parole à Maître Olivier. Vous avez suivi religieusement Maître Christopher concernant la question liée à la sécurité de la partie Est. Nous avons dit l'accord, c'est contraint appelé aujourd'hui, c'est pays de route des ministres de Luanda en Angola. Quand vous regardez cela, et puis jusqu'à aujourd'hui, les M23 occupent toujours les parties ou les territoires, une partie du territoire congolais. Qu'est-ce que vous pensez de ces ministres de pouvoir? Bon, je vais émettre la position de mon parti politique, les bâtisseurs du Congo. Oui. D'abord, nous saluons les efforts du chef de l'État, allant dans le sens de mettre fin à l'insécurité dans la partie est de notre pays. Les mini-sommets de Luanda nous ont quand même permis de trouver des pistes de solutions. Je pense que nous avons tous suivi la déclaration du chef d'État réuni à Luanda, demandant aux rebelles du M23 de quitter l'espace congolais à dater du 25 du mois, le mois de novembre. Et à défaut de leur retrait, ils seront obligés d'activer l'armée régionale pour chasser les forces. Les chasser des forces. Alors, mon inquiétude est qu'aujourd'hui, nous sommes le 28. Ces rebelles qui sont, n'est-ce pas, soutenus par la République rwandaise sont toujours au Congo. Et je demande au chef de l'État et à son gouvernement de renforcer la capacité dissuasive pour buter hors état de nuire ces rebelles qui ne veulent pas quitter la partie est de la République. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez à la sincérité aujourd'hui de nos pays voisins? Bon, partant de la sincérité, déjà, avec les pays qui nous ont toujours créé noise, c'est-à-dire la République. À part le Rwanda, bien sûr, l'Ouganda, nous avons intérêt de questionner l'histoire. Donc, il y a lieu d'émettre des doutes par rapport à cette sincérité. Et de ces faits, quitte à nous de prendre les devants pour nous battre. Et moi, je pense que cela passerait par l'enrôlement de jeunes dans l'armée congolaise pour que finalement nous arrivions à nous battre pour notre propre patrie. Est-ce que, M. Olivier, quand aujourd'hui tout le monde parle de l'enrôlement des jeunes dans l'armée, vous pensez que si aujourd'hui les jeunes venaient massivement à l'armée, vous pensez que c'est une année ou 2 ans qu'ils peuvent être formés afin de former, encore de recréer une armée forte? Vous pensez que c'est ça la stratégie aujourd'hui? Bon, moi, je dirais que c'est un processus. Mais ça serait quand même une valeur ajoutée pour la démocratie du Congo. Si aujourd'hui, je prends l'exemple, si on a 1000 militaires et qu'il y a 100 jeunes qui intègrent l'armée de leur gré, ça serait une valeur ajoutée. Donc, autant de soutenir cet appel du chef de l'État que de la sabrer ou de la saper. Oui, il ne nous reste pas beaucoup, assez de temps pour chuter déjà. Ça nous reste plus ou moins 5 à 6 minutes. Nous allons parler en paix. Je ne sais pas si M. Christopher va réagir un peu par rapport à propos de M. Olivier, mais nous allons cette fois-ci parler même en 1 ou 2 minutes pour chuter des questions sur
comme il y a des petits ici dans cette émission, aujourd'hui, avec les situations sociales, nous sommes à quelques jours désormais des festivités de fin d'année. On a vu des prix, des denrées sur les différents marchés de Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut faire un petit bilan en ce qui concerne le social de la fête de la République du 4 ans, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au social? 2 minutes passées. 2 minutes. Merci pour cette question très pertinente. Mais je vais essayer de renchérir par rapport à ce que vient de dire mon confrère. Si nous n'aurons pas confiance aux armées, parce que là, ici, ils joignent à nous, avec notre pensée, c'est simplement parce qu'en droit, il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas d'action sans intérêt, même en droit public. Vous pensez que le Japon qui nous a construit, je ne sais pas moi, l'amphithéâtre qui se trouve sur les longs, vous pensez qu'ils vous ont offert, ça n'a pas été construit gratuitement. Ils ont eu à bénéficier. Et l'armée kenyane qui tient Mordicus à venir opérer, bien sûr, on peut se dire que l'insécurité de la RDC peut aussi influencer nos voisins, mais au moins, vous devez savoir qu'il y a un esprit caché. Il vise du sucre qu'il y a dans notre pays. Voilà pourquoi nous disons, nous lançons l'appel aux jeunes de pouvoir, bien même que la guerre se prépare, ça prend des années, mon confrère l'a bien dit, c'est une procédure à suivre, ça demande du temps, de l'énergie, le fond, le moyen, mais nous demandons au moins aux jeunes de pouvoir s'enrôler massivement à l'armée, les FRDC, l'armée congolaise, pour toute fin utile. Alors, parlons du social. Je dirais à mes mots, rien n'est va, nous sommes allés de mal en pis. Nous sommes allés de mal en pis, vous et moi, nous sommes témoins. Ici en République démocratique du Congo, vous allez constater, hier, il y a mes amis qui me faisaient rire, selon une histoire, qui me renseignaient que aujourd'hui, l'emploi en RDC, c'est maintenant le winner. Pourquoi? C'est dû à quoi? C'est parce que nous sommes allés de mal en pis. Au lieu que nous mettons en pratique les slogans le peuple d'abord, ça a changé, c'est devenu maintenant nos poches d'abord. Voilà pourquoi la population en souffre. Comme souverain primaire, il tient Mordicus à sanctionner la mauvaise gouvernance, le mauvais leadership au travers des élections. Voilà pourquoi nous lançons l'appel au chef de l'État de pouvoir procéder à ça. Et le peuple va sanctionner la population congolaise. Parce que nous en avons marre. D'accord, maître Christopher, le peuple va sanctionner. Je prends maître Olivier. Nous allons parler un peu du social avant peut-être des annoncer. Aujourd'hui, vous êtes des lions sacrés. Bientôt en 2023, il y aura des élections. Mais comme je viens de le dire, bientôt nous allons passer aux festivités de fin de l'année. Nous allons des produits sur les différents marchés de Kinshasa, à prix sincère. Qu'est-ce que vous pensez de ces 4 années du président de la République, Félix Tshisekedi, du prendre? Merci beaucoup. Une fois de plus, je vous remercie, monsieur le journaliste. Je réitère mon propos en disant que j'ai toujours eu du mal à présenter d'une manière claire le bilan du chef de l'État parce que je ne dispose pas la qualité du porte-parole de l'Union sacrée. Mais il y a lié de Guillermo en tant qu'acteur politique et secrétaire général du parti politique Le Baptiste du Congo, membre de l'Union sacrée. J'ai écouté avec beaucoup d'attention mon confrère qui a botté en touche les efforts fournis par le chef de l'État, mais il y a lieu d'apprendre tant soit fait à reconnaître les efforts fournis par quelqu'un qui fait du bon boulot. Le social ne se résume pas seulement à des festivités comme vous l'avez dit précédemment. En réalité, moi j'aimerais bien que vous puissiez poser la question de savoir quelles sont les avancées ou quelles sont les innovations ou quelles sont les prouesses que nous pouvons enregistrer par rapport aux 4 années du chef de l'État. Partant de votre question, je soutiens avec force et fracas que il y a quand même un changement. Un changement, pourquoi? Parce que nous sommes tous témoins de la baisse de prix, par exemple, des billets d'avion. Nous sommes tous sans ignorer des prouesses financières.
chose qui n'a jamais été faite. Nous sommes aussi sans ignorer que le monde est secoué par la guerre ukrainienne. Alors, quoi de plus normal que de vivre la hausse des prix, des denrées alimentaires. Ce qui est vrai, le chef de l'État n'est pas parfait, il a ses interventions, mais moi je pense qu'il y a lieu de dire qu'il a quand même, réalisé un bilan assez positif. Assez positif, un bilan qui va lui permettre aussi d'être réélu en 2023. Effectivement, c'est vraiment un bilan qui va lui permettre d'être réélu en 2023. Mais Olivier, une question de curiosité peut-être. Qu'est-ce qui vous fait croire du côté de l'Union sacrée que le président qui sera réélu en 2023? Bon, ce qui nous fait croire qu'il sera réélu en 2023, c'est les indicateurs qui sont ouverts. Vous pouvez citer les secteurs de la ville. Les indicateurs sont ouverts et l'Union sacrée est une machine à travailler. L'Union sacrée est en train de se battre. Pendant que les amis rêvent, nous sommes en train de nous battre pour la réélection du chef de l'État en 2023. Sans pour autant vous détailler tout ce qu'il a à réaliser, mais j'ai quand même d'une manière superficielle cité quelques éléments. Aujourd'hui, moi je me rappelle en 2017, je devais me rendre à la collation de grade de ma petite sœur en Lubumbashi, mais j'avais du mal à dire pourquoi, parce que les billets d'avion coûtaient presque la même chose que les billets d'avion pour aller à Dubaï. J'étais encore étudiant, non, j'étais un jeune licencié, je n'avais pas du boulot, j'avais du mal à me payer mon billet, mais aujourd'hui je peux aller partout. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu baisse de prix. Baisse sensible du prix des billets d'avion. Merci Maître Olivier, bientôt là nous allons déjà se séparer. Maître Christopher, dans 1 ou 2 minutes, pour aujourd'hui, ce n'est pas la dernière fois, mais votre mot de la fin, vous avez fait quelque chose à réfléchir par rapport à ce que Maître Olivier a dit, et votre mot de la fin, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci. Nous avons à rectifier par rapport au bilan que vient de vanter mon frère. Il a tant vanté, mais au moins il est conscient que rien n'a été fait. L'avion, déjà, j'ai salué le président Matata Pognon, les créateurs de l'entreprise publique qui sert aujourd'hui de transport en RDC, de Congo Airways, et aussi les transports qui servent des bus scolaires à transporter les députés, les sénateurs au niveau, toujours lorsqu'il s'agit d'aller accueillir le président du Tshisekedi. Voilà, nous les saluons. Alors, parlons de la réalisation. Vous avez compris comment est-ce qu'il était en difficulté de pouvoir vous étaler quelques réalisations, simplement parce que j'ai dit tantôt que nous sommes allés de mal en pis. Rien ne va. Le président Tshisekedi n'a fait que la continuité des institutions. Il a fait la continuité du projet de 5 chantiers avec les sauts de moutons que moi je connais simplement. Le reste, je ne vois pas notre réalisation. Au lieu de construire notre mode pour chuter, je dirais que nous, le LGD, concernant l'arrêt, le LGD n'est pas concerné. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, au travers le principe de la loi, le principe qui dit la loi défavorable aux prévenus n'est rétroagit. Donc, déjà, il faut que la population congolaise sache que le président Matata Ponyo n'est pas visé par rapport à cette machination. Par contre, le président actuel et le premier ministre sont exposés parce qu'ils ont eu à le faire d'une manière, je ne sais pas moi, précipitée, et après leur mandat, ils vont répondre de leurs responsabilités devant la justice par rapport au dossier RAM, le dossier du siècle, et nous réitérons la candidature de notre président national Matata Ponyo aux élections de 2023, et il sera élu, il y aura passation pacifique, d'ailleurs, il sera invité, et mon estimé confrère aussi. D'abord, Maître Christopher, Maître Olivier, nous sommes arrivés presque déjà à la fin de cette émission. Votre mot de la fin pour aujourd'hui, parce que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière, vu que vous avez aussi annoncé clairement que vous serez candidat à la députation nationale aux élections de 2023. Mot de la fin pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de dire mon mot de la fin, je vais quand même rétorquer par rapport au dernier mot de mon co-débatteur. D'abord, je rappelle qu'il est juriste, il est avocat. Il sait que ce n'est pas un Premier ministre qui peut créer une société ou une entreprise publique. Congo Airways a été créé sur ordonnance présidentielle. Ce n'est pas Matata qui l'a créé. Deuxièmement, il a dit que le chef de l'État n'a rien réalisé. Il n'a fait que suivre les projets de 5 chantiers d'Iraïs Kabange. Je rappelle au confrère qui est avocat et juriste le principe de continuité de service, qui est un principe sacro-saint en matière administrative. Et aussi, il a dit que j'ai eu du mal à citer les éléments qui marquent voilà, et je rappelle au confrère que j'ai présenté d'une manière superficielle la hausse du prix d'avion, la baisse du prix d'avion. J'ai même parlé des prouesses financières qu'il a tenté. Partant des moments de la fin, déjà je vous remercie de nous avoir ici dans votre plateau de télévision. Et je lance un appel à toute la population congolaise de se faire enrôler massivement, mais aussi de ne pas hésiter d'intégrer notre parti politique du bâtisseur du Congo, qui est situé au numéro 18 bis de l'avenue de la Paix, dans la commune de Louété. D'accord. Si vous allez me permettre, nous sommes arrivés à la fin. Même les élus, on revient à une seule phrase, parce qu'on va rappeler que je suis juriste, je suis avocat. Alors qu'on oublie, voilà, on oublie le municipalisme, le chef de l'exécutif, qui est appelé à exécuter le projet. L'exécution n'est pas la création. La télévision. Aujourd'hui, nous avons eu bienvenue Sassi, ingénieur derrière les caméras, sans oublier l'ingénieur Samson Villa du côté de la régie. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions ou encore des suggestions par rapport à tout ce qui s'est dit autour de ces plateaux, appelez-nous ou envoyez vos SMS comme d'habitude à numéro qui est affiché et on se retrouve déjà dès jeudi pour une autre émission pédagogique.